Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet touchy. Oui, on va mettre les 2 pieds bien, les 2 gros pieds dans le plat et parler d'alcool. On va pas se mentir, c'est pas évident de parler de ce sujet en France, dans notre société. Je vais vous en parler un peu plus longuement et vous expliquer pourquoi. Donc janvier touche à sa fin et avec l'effervescence autour de Dry January. Vous avez peut-être tenté l'expérience cette année ou il y a quelques temps déjà, ou alors vous vous êtes peut-être demandé si ça en valait la peine ou si ça valait la peine en tout cas d'essayer. Si vous écoutez cet épisode, vous avez sûrement plein de questions en tête, ça vous titille, vous avez peut-être envie d'avoir plus de connaissances ou en tout cas un retour d'expérience de quelqu'un qui a arrêté de boire de l'alcool. En tout cas, la réalité, c'est que depuis 2019 et l'arrivée du concept britannique de Dry January en France, ça ne fait que depuis 2019, le sujet est mis en lumière à chaque début d'année. Dry January, on va le dire en quelques mots à la française, Dry January, c'est l'intention de ne pas consommer d'alcool pendant tout le mois de janvier, ce qui veut dire au moins 4 semaines où l'on s'efforce de refuser d'ingérer une substance alcoolisée pour faire un break. Alors pour certains, ça paraît banal, assez facile, et pour d'autres, c'est un vrai effort parfois impossible à tenir. Je vous le disais un petit peu dans la phrase d'intro, nous sommes français. L'alcool est ancré dans nos traditions et dans nos modes de vie. On va vraiment pas se le cacher, et d'ailleurs c'est visible quand on entend les politiques parler notamment du vin et du fait que c'est complètement banalisé dans la consommation des Français. Je vis à Bordeaux, vous le savez, le pays du vin rouge, donc je sais à quel point le vin est une fierté par ici. D'ailleurs, il y a un article du Monde qui est paru le 23 janvier dernier et qui note qu'en 2021, les 2 régions avec le plus grand nombre de buveurs et de buveuses quotidiens, c'était l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Tandis que, attendez bien, l'Outre-mer et l'Île-de-France occupaient le bas de tableau. J'étais personnellement surprise que l'Île-de-France occupe le bas de tableau parce que ça englobe Paris et qu'on a tous ce cliché de la vie parisienne en terrasse où on boit des coups tous les soirs, mais apparemment c'est par chez moi qu'on boit et qu'on consomme le plus d'alcool. Ce qui veut dire qu'ici, autour de chez moi, c'est plutôt anormal de dire qu'on ne boit pas d'alcool. Donc au-delà de l'aspect sociétal, l'alcool, vous l'avez sûrement vu depuis quelques années, est exploré beaucoup plus intensément aujourd'hui sur le plan médical et ses effets sur nos corps et nos corps de femmes. Et ça, je vais en parler parce qu'il reste encore du boulot pour aller comprendre les effets de l'alcool sur le corps des femmes. Alors, du coup, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous parler de mon expérience autour de l'alcool et de ma consommation. Déjà, on a toutes et tous un rapport familial à l'alcool.
la façon dont on en a entendu parler, s'il y avait souvent des apéros chez nous ou non, si la religion est entrée en compte dans notre vision de l'alcool. Moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait ouvertement d'alcool, de substances illicites, mais clairement, rarement mes parents faisaient l'apéro. Donc, il y a un côté de ma famille, on va pas se mentir, où c'était très mal vu de boire de l'alcool. Et donc, inconsciemment, cette pensée, elle m'a été transmise, et j'y ai été réceptive. De prime abord, donc, dans mon adolescence, j'étais pas déjà ultra intéressée par le fait de me bourrer la gueule, si je le dis vulgairement, et de correspondre un peu aux standards classiques des adolescents. Dans mon éducation, faut être honnête, mes parents ne m'avaient jamais interdit de boire. Ils nous ont vraiment élevés avec la notion de responsabilité et non d'interdit, en nous expliquant les problématiques liées à l'alcool, aux dangers que ça pouvait comporter, et notamment une fois que j'ai eu le permis de conduire, ce que ça voulait dire. Je pense que jamais j'ai pris la voiture en ayant bu de l'alcool, ou peut-être ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois dans ma vingtaine. Mais c'était vraiment pas quelque chose d'ancré en moi d'aller tester les limites au niveau de l'alcool. Et je pense que c'est une grande composante aussi par rapport à la consommation des adolescents et des adolescentes. Moins on est dans l'éducation, dans l'éducation au sens propre, c'est-à-dire dans l'explication de ce que veut dire l'alcool, pourquoi c'est complexe sur un cerveau immature qui est celui de l'adolescent, pourquoi ça peut amener à des comportements à risque, pourquoi ça peut nous mettre dans des postures complexes. S'il n'y a pas tout ce discours autour de l'alcool, s'il n'y a pas aussi cette confiance mutuelle entre le parent et l'adolescent, ça peut amener à des situations problématiques, on va le dire comme ça. Je l'ai bien souvent vu dans mon entourage. C'est vrai que chez nous, on n'avait pas ces discours-là. Mes parents ont plein de défauts, mais aussi beaucoup de qualités, et nous avaient vraiment instauré cette mise en confiance. De dire, c'est votre responsabilité, si vous avez envie de prendre le temps de consommer de l'alcool à outrance et de vous mettre dans des états où vous vous sentez pas bien, c'est votre choix. Sachez qu'on est toujours là. Ma mère, elle venait me chercher, elle venait à l'endroit où je sortais. Elle a vraiment eu cette belle lucidité, je trouve, d'accompagner notre adolescence avec ma sœur de cette manière-là, même si ma sœur sortait beaucoup moins quand elle était ado et beaucoup plus après. Donc juste, je vous montre le contexte familial dans lequel j'ai grandi par rapport à l'alcool. Il n'y avait pas l'envie de tester des limites face à la boisson ou d'essayer d'être rebelle face à un interdit très prononcé, et aussi à un tabou, parce que si ça devient tabou dans les familles, c'est complexe. Et à l'inverse, si c'est très encouragé par la famille, ça peut devenir dans un autre sens problématique. Donc moi, j'ai très vite été étiquetée SAM. Donc si vous avez mon âge, vous savez ce que c'est. On a eu des grandes pubs, campagnes de prévention autour de SAM. Donc SAM, c'est celui qui ne boit pas ou celle qui ne boit pas et qui ramène tout le monde en soirée. Ça c'était moi. Clairement, soit je ramenais tout le monde, soit je veillais à ce que tout le monde aille bien et finisse pas dans des états problématiques, je vais le redire comme ça, ou de mise en danger, surtout avec mes amies filles. Et en plus, pour être honnête, j'ai jamais trouvé que l'alcool, ça avait un très bon goût. Enfin, l'alcool en général. Je vais parler de mon rapport au vin après, où je trouve ça différent, mais l'alcool en général, franchement, moyen. L'autre aspect important, quand j'étais ado, et je pense que ça rentre en compte quand même là-dedans, c'est que je faisais énormément de sport. Je faisais de l'athlétisme, pour être plus précise. Et à l'athlétisme, il n'y a pas vraiment de culture de la troisième mi-temps. C'est important le sport qu'on fait, parce que contrairement à mes amis, mes potes qui faisaient soit filles et garçons qui faisaient du rugby, elle n'a pas du tout le même rapport à la troisième mi-temps, évidemment, vous le savez. Donc pour moi, en tout cas, adolescente et jeune adulte, ça a limité les moments où j'aurais pu aller en soirée et consommer de l'alcool. Parce que déjà, t'es en compétition tous les week-ends, les vacances scolaires, tu les passes aussi en stage ou en compète. Donc vraiment, ça diminue cette exposition-là parce que t'es occupé. Faut être très honnête. Pourquoi je parle beaucoup des adolescents? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un vrai problème, le binge drinking, donc cette consommation excessive en très peu de temps, sur des quantités astronomiques, sur un cerveau en développement. Je crois que c'est des choses qu'on ne connaissait pas à mon époque, quand moi j'étais ado, il y a bientôt 20 ans. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout à fait cette conscience. On vient de loin avec l'alcool, faut pas oublier. Moi, je sais que ma mère disait que quand elle était enceinte, on leur recommandait de consommer un petit verre d'alcool de temps en temps, c'était pas problème. On leur recommandait. Aujourd'hui, on sait, aucun alcool quand on est enceinte. On va le rappeler. Bref, en 2005, il y a aussi un événement dans ma vie perso qui a fait que j'ai eu un rapport à l'alcool qui a complètement changé. J'ai été confrontée à une intrusion chez moi par un ancien camarade de classe. C'était en pleine nuit à 3h du matin.
Ça faisait déjà plusieurs fois, plusieurs semaines même, qu'il m'avait menacé de mort par téléphone, qu'il était venu chez moi dans la journée. Et en fait, ça s'est arrêté là. Il est simplement venu et il a fui derrière. J'ai eu aucune agression, mais on peut quand même dire que c'est une agression, mais pas sur un niveau physique. Mais ça m'a profondément marquée et traumatisée. Ouais, je peux dire que ça m'a traumatisée quand même. Et à partir de ce moment-là, en gros, j'ai su que j'avais besoin de garder le contrôle parce que j'avais conscience qu'il pouvait m'arriver quelque chose. Donc, je sais aussi que beaucoup de personnes boivent pour perdre ce contrôle, pour oublier, pour ne plus ressentir. On sait, l'alcool permet soit de révéler des choses qu'on n'arrive pas à sortir, soit d'étouffer, de masquer un mal-être qu'on peut avoir. Et moi, j'ai de temps en temps bu pour faire comme tout le monde et ne rien ressentir et m'anesthésier, en fait. Alors que pour moi, à cette époque-là, quand même, éviter de boire, ça voulait surtout dire me protéger. J'étais tout le temps en train de scanner mon environnement et clairement, j'avais aucune intention de me laisser lâcher prise et de pouvoir me retrouver potentiellement dans une situation dangereuse. Je pense qu'en tant que femme, on le sait. On est beaucoup plus vulnérable à ça en soirée et on a tout appris à nos dépens, malheureusement, à scanner notre environnement et à faire attention à ce qu'on consomme, comment on le consomme, ce qui est mis dans notre verre et à l'entourage qui est avec nous. Et surtout, je ne dirais jamais que c'est une circonstance atténuante d'avoir été agressé parce que nous, on a bu de l'alcool. Non, non, c'est aggravante, c'est dans l'autre sens. C'est encore pire, quelqu'un qui profite de nous parce qu'on est dans une situation vulnérable avec l'alcool qui a modifié notre état de conscience. Donc, moi, en gros, j'ai continué mon adolescence de cette manière-là et j'avais aucun mal personnellement à gérer la pression, qu'on me dise non mais tu bois pas, mais allez et à me laisser convaincre par la pression du groupe. Je sais pas si c'est mon caractère, mais j'étais très déterminée, j'avais aucun malaise à dire bah non, je bois pas d'alcool, c'est bon, lâche-moi, y a rien de grave, je bois un coca, je bois un jus de pomme. Je me souviens d'un nouvel an, c'est un des plus gros nouvel an que j'ai fait à l'époque, quand je fêtais le nouvel an vraiment, entre 2005 et 2006, donc mon année de terminale. Franchement, on a fait une soirée incroyable vers Saint-Émilion. Enfin, je dirais pas où c'était, mais c'était vraiment chouette. Et c'était tous les terminales étaient là quasiment. Tout le monde a bu, mais à outrance. Je sais que ça vomissait dès 22h. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool et j'ai terminé la soirée à 6h du matin. Et je l'ai déjà dit dans un épisode, je pense qu'il faut être très clair sur le fait que quand une soirée est ultra cool, qu'il y a de la bonne musique, qu'il y a une super ambiance, on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser en fait. Vraiment, moi je suis un très bon baromètre. Si la soirée elle est cool, mais je vais rester. Si je me fais chier et qu'il me faudrait de l'alcool pour me chauffer, ça veut dire que ça vaut pas la peine d'être là en fait. Faut être clair avec soi-même sur ce type de soirée. Et donc tout le monde je me souviens que tout le monde était choqué, mais comment tu bois pas ? Je peux vous dire que le lendemain c'était dur parce que quand t'as pas dormi toute la nuit, maintenant je sais ce que c'est en tant que parent, mais j'étais pas fracassée de la même manière. Clairement, ma récupération était beaucoup plus sympa que les autres. Donc moi, j'ai vraiment continué cette vie de jeune adulte en buvant de temps en temps en soirée. J'ai fait un Erasmus en Espagne, je peux vous dire, j'ai vu ce rituel des Erasmus de vraiment sortir tout le temps, le jeudi, le vendredi, et de profiter de cette année à l'étranger pour expérimenter la vie nocturne, et particulièrement où j'habitais en Andalousie et à Cadiz, et la vie nocturne à Cadiz, je pense que ça fait une grande partie vivre l'économie locale. Et il y a aussi beaucoup de drogue qui transite de ce côté-là de l'Espagne. Donc moi c'était vraiment pas mon truc, donc ça j'ai pas du tout été attirée par la drogue, mais sur l'alcool, je me souviens une soirée m'être sentie un peu pressurisée et avoir lâché et avoir bu beaucoup trop et j'avais pas envie, et c'est une des rares soirées où j'ai fait ça. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait conscience de la pression autour de nous pour boire et comment il faut la gérer, et c'est pas simple du tout d'arriver à faire ça. Et par rapport à mon adolescence, j'ai une anecdote qui m'aura toujours marquée et que je trouve incroyable parce qu'on dirait que c'est un film. Mais donc, quand je suis partie vivre aux États-Unis, mon année à Minneapolis, j'avais 17-18 ans, j'avais déjà l'habitude de boire de temps en temps quand même un petit verre. Je faisais rien d'exceptionnel, mais c'était pas... je veux dire, je pouvais aller dans un bar et consommer de l'alcool, peu importe l'âge que j'avais, que je sois mineure ou pas. C'est le défaut ou l'avantage de la France, je ne sais pas. Mais aux US, c'est pas possible. Aux US, avant 21 ans, vous connaissez, c'est un vrai débat, un vrai sujet. Sauf que ça n'empêche pas les ados de boire.
qu'on soit très clair là-dessus, même ça les incite à boire encore plus. Surtout pour les adolescents riches. Parce que moi, j'étais dans un lycée avec que des gens très riches. Pourquoi ça les incite à boire ? Pas parce qu'ils ont l'argent pour créer des fausses cartes d'identité, pour se débrouiller, pour aller faire acheter de l'alcool autrement. Et donc, dans les soirées, mais c'est n'importe... Là, c'est du binge drinking. Enfin, moi, c'était il y a déjà 16-17 ans. C'était déjà absolument ça. Il n'y avait aucune notion de plaisir, de déguster de l'alcool. C'était se bourrer la gueule le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais quand la soirée va se terminer vu que c'est illégal. Donc aux US, quand vous allez à une soirée, vous y arrivez en voiture. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à une soirée où il y a 90 adolescents, il y a potentiellement 90 bagnoles qui se garent dans le quartier. Donc clairement, les voisins, ils savent qu'il y a un problème et ils savent quels sont les âges des ados autour, si c'est légal ou pas. Donc il y a une soirée où je vais dans une immense baraque d'une fille qui est en première, je crois, ultra riche, et les parents sont un peu parents démissionnaires, sont en croisière, je sais pas où, et ont laissé leur ado avec cette immense baraque, puisque les ados peuvent conduire avant 18 ans, c'est très pratique. Et là, on est dans le jardin, on entend cops, donc les flics arrivent. Oh, et là, moi, je me dis, ça fait dans ma tête, j'analyse très vite la situation. Je n'ai pas bu, je ne buvais absolument pas aux US parce que je le savais que c'était beaucoup trop risqué pour moi de me faire gauler. Parce que moi, le risque, c'est si j'étais prise, j'étais renvoyée en France et mon année était terminée. Tout le monde a été bien clair dans l'association dans laquelle je suis partie, la PIE, au lycée, tout ça, parce qu'ils savaient qu'en France, on avait d'autres règles. Donc vraiment, aucun problème pour moi de ne pas boire. Donc je faisais très gaffe. Mais là, je me dis, putain, si je me fais choper par la police, je suis étrangère, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc là, tu vois une nuée d'ados qui courent dans tous les sens. Les jardins aux États-Unis ne sont pas fermés. Il n'y a pas de grillage en fait. Il y a des haies quoi, en gros, donc on peut traverser. On est souvent autour des lacs, donc il y en a qui sautent dans l'eau, qui nagent de l'autre côté. Moi, franchement, j'ai un souvenir flou, mais je crois que je m'échappais avec une copine qui me dit viens avec moi, donc elle me prend, on traverse, elle connaissait. On va dans d'autres jardins, on se cache. Je sais pas combien de temps je suis restée là et après elle m'a ramenée. Mais je me suis dit, mais waouh, c'est des grands malades, tout ça autour de l'alcool. Tu risques d'aller en prison, quoi, pour avoir consommé de l'alcool. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mais ces épisodes-là, ils m'ont marqué quand même parce qu'il y avait toujours cette notion de risque autour de l'alcool. Et moi, j'étais très sérieuse, adolescente. J'étais pas du tout dans l'envie d'être rebelle et d'aller tester mes limites. À l'adolescence, il y a tout ça qui se joue quand même sur son rapport à l'alcool. Bon, en revanche, jeune adulte, j'ai commencé à déguster du vin et à en apprécier le goût, on va pas se mentir. Mais bon, peut-on vraiment échapper au vin quand on vit autour de Bordeaux ? Je crois que c'est extrêmement compliqué. Donc ça, j'ai continué toute ma vie d'adulte et jeune adulte à boire du vin de manière hyper tranquille, à des repas, à des dîners. Et l'alcool fort, je pense que c'était extrêmement rare que j'en consomme, peut-être à mes anniversaires, ouais. Et encore pas autant que la plupart de mes amis. Je crois quand je suis allée au Brésil pendant plusieurs mois pour bosser, je me suis pris des cachaça et j'avais jamais été aussi bourrée en aussi peu de temps. Genre une cachaça là-bas, le niveau d'alcool il est extrêmement élevé, c'est pas la même chose. Oh, ça m'avait mis KO, donc j'avais pas recommencé. Donc je peux vous dire, ouais, j'ai vraiment des moments en tête où je consomme de l'alcool et c'est en fait très rare. Et donc après vient le temps des grossesses et de l'allaitement. Alors si pour ma première, j'ai bu du vin à nouveau assez vite après la fin de mon allaitement, j'ai allaité 3 mois ma première, donc j'ai recommencé à boire du vin très rapidement, mais ça n'a pas du tout été le cas ensuite, et c'est là où il y a un switch pour moi dans ma consommation d'alcool. Vous le savez, mes 2 dernières filles ont 17 mois d'écart, donc j'ai eu un long tunnel de pause de l'alcool. En fait, ça s'est fait naturellement sans que je m'en rende compte. C'est très simple, j'ai été enceinte, donc 9 mois. Ensuite, j'ai allaité 8 mois. Et ensuite, j'ai à nouveau été enceinte et j'ai à nouveau allaité environ 6 mois pour ma dernière. Ça fait donc, j'ai calculé 2 années et demie. J'ai mis du temps à calculer, je tiens à vous prévenir. Sans toucher un verre d'alcool quasiment. J'ai dû goûter du vin quelques fois pour être honnête pendant la période de l'allaitement où je tirais mon lait après. Mais c'est tout. Et en 2022, quand je vais très très mal, que ma santé mentale elle est extrêmement fragile, ben c'est là où je prends la décision de tout faire pour me sortir de cette impasse qui est en train de m'aspirer vers le bas. Et c'est à ce moment-là que je lis des livres passionnants sur le développement du cerveau, l'impact de notre environnement sur notre santé mentale et notre corps. Donc l'environnement, c'est tout ce qui joue, tout ce qui fait qu'on vit au jour le jour, tout ce qui touche à notre quotidien.
Et donc, c'est là où je commence à comprendre les méfaits de l'alcool sur les capacités cognitives, même si on le sait tous, hein, on n'est pas nous-mêmes quand on a bu, on est au ralenti. Mais je sais pas, lire des études scientifiques, lire exactement les conséquences, ça a percuté. Et le point crucial là-dedans, c'était sur le sommeil. Moi, personnellement, le sommeil, c'était un de mes gros problèmes. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais arrêter de boire. La dernière fois que j'ai bu un verre d'alcool, c'était il y a presque 1 an jour pour jour. C'était le soir de mes 35 ans. Donc j'ai fait une énorme soirée avec mes copines dans un bar. C'était festif, j'ai pris un cocktail et j'ai pris quelques gorgées de champagne. Alors je n'aime pas le champagne. Là, je pense que j'étais dans un gros mal-être de ma vie. Il y a 1 an quand même, j'allais pas encore hyper bien. Et c'était plus pour oublier mon malheur, à mon avis, qu'une réelle envie. Mais depuis, plus rien. Je n'ai plus consommé d'alcool. Ça fait donc bientôt 1 an que je suis sobre. J'aime pas dire ça parce que ça n'a rien à voir, c'est un choix. J'étais pas du tout addict, il y avait aucun comportement problématique entre moi et l'alcool, mais ça fait 1 an que je n'ai pas consommé d'alcool. Est-ce que ça me manque ? Ça, c'est une vraie question. Oui, on va être très honnête de temps en temps, mais c'est dans des occasions très précises. Par exemple, je mange rarement de la viande rouge, sûrement moins de 10 fois par an, et c'est à ce moment-là qu'un verre de vin rouge, ça me fait de l'œil. On va pas se mentir, l'association du vin rouge à la viande rouge est très fréquente et ça me donne bien envie. Mais franchement, c'est très facile de dire non, ça me va, j'en boirai pas. Pendant les fêtes, aucun problème. C'était pas difficile et compliqué, mais c'est le seul moment où ça me manque vraiment. Je suis largement capable d'aller dans un bar et de demander un mocktail. Et encore, j'ai du mal avec les mocktails aujourd'hui parce que c'est très sucré. Je préfère un Perrier tranche. Je préfère vraiment de l'eau pétillante et c'est cool, c'est la soirée, je vous le dis, est cool, ça va aller. Donc ça, c'était la première partie par rapport à ma relation à l'alcool. Maintenant, je voudrais vous parler de la deuxième partie qui est vraiment les impacts sur nos physiques avec les études qui ont été faites. Parce que je voudrais vous parler de l'impact de l'alcool sur votre santé à vous, surtout si vous êtes une femme et que vous m'écoutez. Donc déjà, on va rappeler juste les chiffres relous, mais quand même. L'alcool, selon le ministère de la Santé, ça tue 49 000 personnes par an. 49 000 décès qui auraient pu être évités. Je trouve ça hallucinant quand même, 49 000 personnes, c'est énorme. J'ai mis toutes les références des études et des liens dans les notes de l'épisode, donc vous pouvez aller cliquer dessus si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Il y a des références en français et en anglais. Bon, la première chose, c'est que nous, en tant que femmes, on est plus vulnérables, ça a été prouvé par la science, aux effets de l'alcool dans notre système. Pour plusieurs raisons, physiologiquement, on est un peu plus petite et menue que... En général, les hommes, c'est pas toujours vrai bien sûr, mais on a moins du coup d'eau pour éliminer, donc l'alcool reste plus longtemps dans notre sang. Il y a tout un truc par rapport à la physiologie et l'élimination. Donc un verre à consommation égale entre un homme et une femme, ça va avoir plus d'impact sur nous que sur les hommes. Il y a une dernière étude qui vient de sortir ce mois-ci, de Santé publique France, qui note que la consommation des femmes de plus de 35 ans est en augmentation. Alors pour tout un tas de raisons sociétales, par exemple le fait que les femmes, on a des enfants plus tard, on fait des études plus longues, on a des jobs à plus haute responsabilité, et il y a cette étude, elle avance la raison sociologique, le fait que on fait plus partie des hauts postes aujourd'hui, donc on est dans un monde qui est très marqué masculin, et pour répondre au code des jobs qu'on fait, on va calquer nos comportements sur ce qui est exigé des hommes, donc sur notamment la consommation d'alcool comme moyen, comme marqueur social en fait, comme moyen d'appartenir à un groupe. Donc, il y a aussi tout un tas de raisons dont je vous parlais sociétales, mais aussi pourquoi les femmes consomment plus aujourd'hui, parce qu'elles font l'objet d'un marketing beaucoup plus agressif de la part de marques de spiritueux. Et oui, nous sommes une cible pour les marques. On a un pouvoir d'achat aujourd'hui. Et c'est sûrement aussi une catégorie qui a moins été explorée par le marketing dans les décennies précédentes. Et aujourd'hui, on est une cible. Les chercheurs appellent ça l'effet de l'alcoolisation ponctuelle importante. Et c'est ça qui est en augmentation. Donc c'est le fait de consommer 6 verres par semaine ou 6 verres par mois en fonction des critères. Mais les femmes en consomment beaucoup plus régulièrement qu'avant, à partir de 35 ans. Donc c'est un enjeu de santé publique. Il y a aussi tout ce pan dont j'avais parlé dans un épisode qui est décrit par une docteure néo-zélandaise où, je sais pas si c'est le cas dans notre culture française, je vais être très honnête, moi ça m'est jamais arrivé, je crois pas connaître d'amis dans mon entourage qui le fait, mais de se dire, j'ai une dure journée, j'ai des enfants, c'est harassant, je peux pas tout gérer, merci le patriarcat, donc je mérite bien un petit verre de vin ou une petite bière à la fin de journée pour...
me détendre. Sauf qu'en fait, ce sont des effets pervers parce qu'on dort moins bien, tout ça. Donc, je vais vous en parler. Donc, en gros, la consommation d'alcool qui augmente, c'est un enjeu de santé publique. Faut se le dire. Je sais que c'est très relou, là, ce que je suis en train de faire, de parler des conséquences, mais peut-être que notre cerveau, parfois, il veut pas voir, il veut pas oublier, ou il dit ça va, c'est rien. Mais je vous rappelle quand même, au-delà d'une certaine consommation, donc 2 verres par jour pour les femmes, 3 verres par jour pour les hommes, on se rend pas compte, hein, on va à un déjeuner tous les midis, on prend un verre le soir quand on rentre, ça fait déjà 2 verres par jour. Mais l'alcool, c'est un facteur de risque majeur pour certains cancers. La bouche, la gorge, l'œsophage, le côlon rectum et le cancer du sein chez la femme. Oui, l'alcool a un effet direct sur le cancer du sein chez la femme. Au niveau du cerveau, l'alcool affecte les zones comme la mémoire, je pense que vous le savez, la prise de décision, ça aussi vous le savez, c'est pour ça qu'on ne peut pas conduire quand on est alcoolisé, l'équilibre, ça on a tous et toutes fait l'expérience, la zone de la communication, je pense qu'on a tous eu affaire à quelqu'un qui est complètement incohérent quand il est alcoolisé. Mais ça peut aussi, il faut le dire, dans notre cerveau, entraîner une réduction des neurones à long terme. Ça, c'est le site du gouvernement américain qui le précise. Donc, c'est le National Institute of Alcohol and Alcoholism. Et je peux vous dire que toutes ces études sont sérieuses parce qu'il y a des gros lobbies au niveau de l'alcool dans le monde. Donc, quand des études sérieuses sortent, c'est très important mais d'en parler publiquement, en fait, parce que on pense encore un peu trop dans notre culture qu'il n'y a aucun danger à boire de l'alcool. Il y en a, il faut juste les connaître. Un autre effet non négligeable qui agit sur le corps des femmes, c'est l'impact de l'alcool sur nos hormones sexuelles et notamment les œstrogènes. On en parle peu parce que peu d'études ont été menées sur cette particularité féminine liée au cycle menstruel. Mais il y a récemment plusieurs études qui ont montré une augmentation du taux d'œstrogène dans notre corps avec la consommation d'alcool, lourde ou non, et que l'on soit ménopausé ou non. Donc je vous rappelle ce que c'est les œstrogènes. Les œstrogènes agissent sur le système urogénital, la glande mammaire, le squelette, la peau, les muqueuses, le système cardiovasculaire, le cerveau et le système digestif. Ce n'est pas seulement une hormone qui joue sur notre cycle, ça joue sur tout notre corps. Donc la conséquence importante de cette augmentation, mais ce serait un risque, ce que vous disiez, beaucoup plus important de développer le cancer du sein. Ce serait à ça qu'est lié un développement de certains cancers du sein. Autre facteur qui ressort de ces études, c'est l'impact de la prise d'alcool en fonction du moment de notre cycle. Donc selon les dernières études menées sur des rats, on ne l'a pas encore fait sur des humaines, en fonction de leur cycle et du taux d'œstrogène, la prise d'alcool révélerait des difficultés d'apprentissage et de mémorisation plus longtemps que chez leurs homologues masculins. Donc on est sensible à l'alcool dans des moments précis de notre cycle. Donc c'est un article de l'INSERM, que je vous cite, évoque en conclusion un point très important, et je pense que ça serait chouette qu'on s'y intéresse un peu plus. Ils évoquent que ce serait bon d'étudier plus en détail les femmes face à l'alcool parce qu'il manque des données. Donc là, je vous ai donné vraiment des petites indications, mais on n'a pas encore creusé assez le sujet des femmes face à l'alcool pour avoir des données scientifiques claires avec toute une palette, en fait. Parce que là, on s'est concentré sur certains aspects, mais on n'a peut-être pas encore la réponse générale. Maintenant, je vais vous donner des petits trucs fun quand même, parce que d'après le site Dry January français, là, depuis 2013, il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont évalué les bénéfices de l'arrêt de l'alcool. Et ça, c'est cool quand même. On a une peau plus fraîche et plus belle, on a un sommeil amélioré, ça c'est une réalité, ça joue énormément sur le sommeil, la prise d'alcool. Et donc on a plus d'énergie. On fait une économie importante d'argent. C'est pas à vous que je vais l'apprendre que aller sortir, boire des verres, acheter de l'alcool, ça a un coût, qu'on le veuille ou non. On a ensuite une meilleure santé, parce que l'arrêt, au moins 1 mois, quand on le fait Dry January, ça fait un bien considérable au corps. Et puis surtout, on enchaîne avec une habitude différente. Vous savez, il faut au moins 20 jours pour que le cerveau, le corps assimile une nouvelle façon de fonctionner. Donc quand on fait 1 mois de Dry January, on est capable de réduire sa consommation d'alcool derrière, on est capable même d'arrêter, parce qu'on a entraîné notre corps à fonctionner différemment. Donc le plus important là-dedans, si vous posez des questions, si vous interrogez, mais c'est de suivre votre intuition. Je vous ai exposé les faits, maintenant c'est surtout ça qui prédomine, ce que vous ressentez au fond de vous-même, vos sensations, vos besoins, vos envies. C'est à vous de faire le bilan de l'impact de l'alcool dans votre quotidien, auprès de votre famille, dans l'exécution des tâches que vous faites tous les jours chez vous, au travail aussi.
Moi, personnellement, je sais que j'ai toujours détesté la sensation du lendemain où t'es complètement dans le brouillard. Alors, couplé à une mauvaise nuit, pour moi, c'est rédhibitoire, j'en veux pas. En étant parent de jeunes enfants, c'est pas possible. Je ne saurais pas survivre. Et j'aimerais terminer cet épisode en vous parlant des alternatives à l'alcool. Parce que autant avant, on n'avait pas grand-chose à part un jus de pomme ou des boissons ultra sucrées. Autant maintenant, il y a vraiment des marques qui se sont mis à produire des alternatives, des boissons non alcoolisées hyper fun et séduisantes. Parce que je le sais, l'alcool en France a un grand rôle de sociabilisation. C'est compliqué d'arriver les mains vides chez quelqu'un et tu ne dois pas amener ton jus de pomme quand tu vas à une soirée. Mais je vous promets qu'on peut s'amuser déjà sans alcool, passer une bonne soirée et amener un produit sympa. Donc je vous en donne 5. C'est absolument pas un partenariat ni sponsorisé. C'est des produits que j'ai soit utilisés, soit que j'ai cherché pour vous. Le premier que j'ai utilisé, ça sans souci, le bon vieux Champomy. Pourquoi c'est cool? Parce qu'en vrai, si vous avez une soirée qui a des enfants et tout, eux, ça les fait marrer de boire un Champomy, c'est le jus de pomme pétillant. Mon seul bémol sur le Champomy, c'est ultra sucré, ça on va pas se mentir. Mais franchement, c'est bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. On a tous bu du Champomy à Noël avec nos filles. C'était hyper chouette comme moment, elles étaient trop fières, elles étaient trop contentes. Et je pense que notre génération, on a bien retenu la pub du Champomy. La fête est plus folle sans alcool, c'est vrai. Moi, je le dis. Le deuxième produit que j'aime bien, que j'ai goûté et qui est trop chouette, c'est la marque French Bloom qui fait du vin pétillant. Parce que pour le coup, j'aime le vin, donc et sans alcool, évidemment. Donc c'est une production française, locale. Si vous connaissez la mannequin Constance Jablonski, qui a été une des mannequins Victoria's Secret, qui a eu un bébé il y a pas longtemps d'ailleurs. Elle a créé cette marque en association avec une autre femme. Et donc French Bloom, franchement, produit de super qualité. Il a reçu un prix en plus il y a pas longtemps. Donc top choix. Ensuite, si vous aimez les cocktails et que vous avez envie d'avoir des idées de cocktails, il y a un site qui s'appelle Mocktail Club qui vous met plein de recettes fun et différentes. Moi, je suis pas hyper fan des cocktails, donc c'est pas mon kiff, mais ça peut être une super alternative. Une autre boisson, c'est le Jimber. C'est une marque belge avec du gingembre qui est assez punchy comme boisson. Et la dernière, la 5e que je vous donne, c'est Everleaf. J'ai pas goûté cette marque, mais j'ai bien aimé les ingrédients qui étaient décrits parce qu'il y a de la vanille, du safran, la gentiane, tout ça. Je trouve que c'est des saveurs qui me parlent. Et c'est une boisson sans alcool à choisir pour concocter un bon spritz. Voilà. Si vous aimez les spritz l'été et que ça vous fait de l'œil, voilà, Everleaf, ça a l'air pas mal. Je vous mettrai les liens. J'ai aucun lien commercial avec eux, c'est pour vous encourager à tester autre chose pour votre santé. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a fait travailler, réfléchir à comment on peut vivre différemment ou en tout cas peut-être avoir un peu plus de conscience dans votre consommation d'alcool et les effets que ça provoque derrière chez vous. Rappelez-vous vraiment en tant que femme, ça a un impact et c'est important de le savoir. Et puis, j'en ai un peu parlé, mais je crois que aussi en tant que parent, on a une responsabilité sur comment on va élever les générations futures. Et il faut le rappeler, le cerveau est immature jusqu'à 25 ans, ça veut dire qu'on est en développement jusqu'à 25 ans, donc exposer les ados, les jeunes adultes, c'est au moment où ils boivent le plus à autant d'alcool dans des moments aussi restreints, mais c'est problématique pour leur développement malheureusement. Donc il faut qu'on en ait conscience et qu'on fasse pas les autruches face à ça. Allez, merci d'avoir écouté. On se retrouve vendredi. Je rappelle, il y a 2 épisodes par semaine maintenant. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la newsletter, faites-le. On est plus de 12 000 maintenant. Ça monte très vite les chiffres. Merci pour votre confiance, c'est super chouette. On vous réserve plein de surprises avec la team La Matrescence. Et puis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.